Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront dévoilés. La conférence sur les langues couchitiques et sémitiques, donc une conférence est déroulée dans ce sens au Centre d'études et de recherche de Djibouti. Et le Kenya a été donc sacré champion africain de la géothermie. Merci à vous de nous rejoindre. La conférence sur le système nominal et l'acte de nommer dans les langues couchitiques et sémitiques parlées dans la Corne de l'Afrique a été organisée aujourd'hui par l'Institut des langues du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD. Cette conférence a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et a vu la participation du directeur général de l'Institut du CERD, et ainsi que le directeur de l'Institut des langues du CERD et des chercheurs de l'université européenne qui ont pris part donc à cette conférence sur la langue couchitique. Il s'agira lors de cette journée d'aborder la question des systèmes nominaux et l'acte de nommer dans les langues couchitiques et sémitiques parlées dans la Corne de l'Afrique dans une perspective comparatiste ou typologique. Ainsi, donc, sans que la liste soit exhaustive, les communications pourraient porter sur les thèmes comme les substituts nominaux, les procédés de dérivation nominale, la formation du pluriel des noms, la composition nominale ou encore la détermination nominale. Qui vont permettre de faire le point cette année, en cette fin d'année de 2018. Ces quelques mots, c'est surtout pour aussi dire combien le soutien par le gouvernement à travers le fonds de recherche nous permet d'une part de conduire des recherches, mais aussi d'organiser des rencontres à l'échelle internationale et à Djibouti. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé que Djibouti s'ouvre chaque jour vers la région de par ses activités politiques, mais également scientifiques. Initiative qui me réjouit pour 3 raisons. La première, c'est qu'on s'intéresse d'abord aux langues qui nous tiennent à cœur, tant ces langues ont évolué, tant ces langues ont une histoire, tant ces langues sont également nos repères par rapport à ce que nous étions et ce que nous devenons chaque jour. Très heureux pour la deuxième raison, dans le sens où on parle de région. Et Djibouti s'ouvre chaque jour vers la région de par ses activités politiques, mais également scientifiques. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons travaillé dans un atelier à l'initiative du directeur du CERD sur tout ce qui était les problèmes, je dirais, sismiques ou sismologiques dans la région. Donc que cet atelier aujourd'hui fasse suite, on est très très heureux. Le troisième élément qui m'importe dans cette conférence, dans cet atelier de travail, c'est la présence parmi nous aujourd'hui de chercheurs internationaux, particulièrement européens, qu'ils soient français, italiens ou allemands, et qui sont les bienvenus pour enrichir à travers les débats la question des langues, leurs origines, et surtout apporter matière à réflexion à partir de leurs études sur ce qui peut nous enrichir, ce qui peut nous diviser, je dirais, scientifiquement, mais également nous unir dans cette réflexion pour arriver à comprendre les origines de ces langues, mais également leur terminologie scientifique. Écoutons à présent les quelques réactions qui ont été recueillies à l'issue de cette conférence. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre de la journée d'études autour du thème le système nominal et l'acte de nommer dans les langues couchitiques et sémitiques parlées dans la Corne de l'Afrique. Et nous, en tant que responsables de l'Institut des langues, et le nombre important de soumissions que nous a permis de mesurer l'intérêt suscité par les thèmes de cette journée. Et les chercheurs des différentes universités et des laboratoires ont répondu à l'appel à contribution. Et ils sont présents aujourd'hui ici pour présenter les résultats de leurs recherches sur les thèmes de cette journée. Et rappelons que dans tout domaine de recherche, les discussions et les échanges sont de mise. C'est dans cette optique que l'Institut de langue organise cette journée. Je tiens à remercier tous ceux ou celles qui ont pris part à cette journée.
Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a participé hier à la première réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden qui a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Et dans un discours qu'il a prononcé lors de la séance d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a salué la création de cette nouvelle entité qui vient compléter les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité régionale et à sécuriser la navigation sur la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il a affirmé que la République de Djibouti a participé activement dans le cadre de son rôle de maintien de la paix dans la région à toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité régionale. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné que la nouvelle initiative jettera les bases d'une coopération régionale harmonieuse au service de l'intérêt collectif. Et à l'issue de la réunion, il a été convenu de l'importance de la création d'une entité réunissant les pays de la mer Rouge et du golfe d'Aden, notant que 7 pays ont pris part à cette réunion consacrée à la discussion de la charte du Conseil des pays arabes et africains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, à savoir l'Arabie Saoudite, la République de Djibouti, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, la Jordanie et la Somalie. Et en marge de cette réunion, le roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saoud a rencontré les ministres des Affaires étrangères des pays participants et a discuté avec eux du rôle de cette entité dans le domaine de la promotion de la sécurité, de la stabilité, du commerce et des investissements dans la région. Une cérémonie de signature de convention de partenariat s'est tenue aujourd'hui entre la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden et le représentant par intérim du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari. Cet événement s'est déroulé dans le cabinet de la secrétaire d'État en présence des hauts responsables du secrétariat et du HCR. Conformément à la volonté politique tracée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et l'engagement pris par le gouvernement dans le cadre de la Comprehensive Response Refugee Framework lors du sommet de New York dédié aux réfugiés qui s'est tenu aux Nations Unies le 19 septembre dernier, la secrétaire d'État a voulu concrétiser cet engagement par la signature d'une convention cadre qui définit des axes de coopération avec le HCR en vue de faciliter l'intégration des réfugiés dans le tissu socio-économique. Et cette convention vise à cadre de coopération pour renforcer la coordination entre les deux institutions en vue de mener des actions conjointes et faciliter l'intégration des personnes réfugiées. Non seulement, mais aussi des populations réfugiées vivant dans la capitale ici à Djibouti et dans les villages des réfugiés. Le gouvernement djiboutien, à travers tous les départements partenaires du HCR, a toujours montré cette volonté ferme d'appuyer les réfugiés, d'insérer les réfugiés dans le système national pour leur bien-être. À l'invitation du secrétaire général de la Ligue du monde islamique, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, participe à la conférence internationale de l'unité islamique qui se déroule à la Sainte Mecque du 12 au 13 décembre sous le patronat du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. De nombreuses personnalités ont assisté à cet événement, parmi lesquelles le grand moufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Abdulaziz bin Abdallah Al-Sheikh, et le secrétaire général de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, Youssouf bin Ahmed Al-Utaymin, et le président du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, Cheikh Abdallah bin Bayah. C'est à la grande hôtesse, au grand hôtel Hilton à la Mecque que le prince Khalid Al-Faisal, conseiller du souverain saoudien, émir de la Mecque, a donné le coup d'envoi pour le début des travaux de cette conférence internationale organisée par la Ligue du monde islamique avec la participation de plus de 1000 personnalités comprenant des ministres, de grands ulama et académiciens provenant de 127 pays. Le ministre est accompagné lors de cette mission par son conseiller, le directeur général du Diwan des Waqf, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. La conférence internationale devra se pencher sur le thème principal qui est l'unité de la communauté musulmane et les défis auxquels elle doit affronter. Et l'objectif principal donc étant d'établir un plan stratégique pour diffuser la culture de modération et de tolérance pour faire face à la haine et aux discours sectaires et extrémistes. Dans la journée du mardi 11 décembre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général de brigade Daher Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense et d'une forte délégation militaire, s'est rendu en voiture à Arta où se déroulait un déploiement des transmissions.
En effet, dans le cadre de l'instruction, des jeunes recrues récemment incorporés, formés au centre d'instruction et de transmission, faisaient une synthèse des acquis à travers un exercice radio. Cet exercice transmission a été couplé à une manœuvre tactique jouée par les cadres et les élèves officiers de l'académie militaire d'Arta. Comme à l'accoutumée, le chef d'état-major a été accueilli par le chef de corps du régiment d'action rapide, le lieutenant-colonel Ibrahim Ali, puis le général Zakaria a assisté à la revue de troupes. Et ensuite, le SEMGA s'est installé dans la salle d'honneur du bataillon où le lieutenant-colonel Mohamed Moumin de Lamia et le capitaine Siad Abdillahi, commandant des transmissions, ont expliqué la manœuvre, sa configuration et le but recherché pour les stagiaires. Ayant un aperçu évident, le SEMGA s'est déplacé sur le terrain pour assister de près aux différents ateliers que comprenait l'exercice pratique. L'exercice se déroulait sur plusieurs sites. Le SEMGA a commencé sa visite par les ateliers techniques et a assisté également à la liaison radio qui se passait entre les différentes stations qui se trouvaient au PC d'Arta, au RAR 1, à Lamia et à Ouéa. Cet exercice avait pour but principal de refléter les acquis et les connaissances des jeunes recrues durant les 4 mois passés dans les différents centres d'instruction des transmissions à travers la mise en place des ateliers. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle remise des cadeaux à l'endroit du SEMGA et des différents hauts responsables. Le sommet ministériel de la 24e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou la COP24, s'est ouvert dans l'après-midi du 11 décembre dernier. Djibouti a été représenté à cette conférence par une délégation conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Dileita, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dini Abdallah Omar, et également du conseil technique du ministre de l'Environnement, du sous-directeur des pollutions et de l'évaluation environnementale à la direction de l'environnement et du développement durable. Au cours des différents travaux de cette COP24, plusieurs points saillants et d'importance capitale ont pu être échangés et discutés, notamment l'atténuation, l'adaptation et la mobilisation des financements. L'objectif de cette conférence est d'adopter les modalités et les lignes directrices ainsi que les règles de conformité et de mise en œuvre rendant aussi opérationnel l'accord de Paris. Il s'agit de la plus importante COP depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015. Plus de 30 000 participants provenant des parties prenantes, institutions gouvernementales, du secteur privé, de la société civile, des académies et centres de recherche, des organisations internationales ont pris part à cette conférence. Les travaux de la COP24 vont se poursuivre jusqu'au 14 décembre prochain. Au marge donc de cette conférence, le secrétaire général du ministère de l'Habitat a participé à une réunion de programme d'efficacité énergétique des bâtiments et le secrétaire général a signé par la suite un document qui confirme l'adhésion de Djibouti à ce programme. À l'occasion de la cérémonie de signature, le secrétaire général a prononcé une brève allocution dans laquelle il a mis en exergue l'importance pour Djibouti de mettre en œuvre un programme d'efficacité énergétique. Le comité de gestion communautaire de Balbala 11 Salam, en collaboration avec l'UNFD, a organisé hier donc au siège de la communauté une journée de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Et dans le cadre du programme de promotion de la protection des droits humains, surtout de l'enfant. Cette journée a vu la participation de la société civile de Balbala 11, de la coordinatrice de Balbala 11, Mariam Abdillahi. Les personnes réunies ont évoqué donc beaucoup de questions qui ont abouti donc sur des objectifs qui sont d'améliorer la vie de l'enfant djiboutien, surtout sur le point et les résultats négatifs de la mutilation génitale féminine, la nécessité de ne pas la pratiquer et le rôle crucial des parents pour protéger ces enfants. Suite aux ateliers de la ville de Dikil d'Arta, l'atelier d'information et de sensibilisation a eu lieu cette fois-ci dans la ville d'Obok sous l'égide des autorités
administrative représentée par le préfet de la région, le président du conseil régional, avec la participation des représentants des ministères de l'agriculture, des finances et du chef de brigade de la gendarmerie et de la police de la région, ainsi que la communauté locale et les sociétés de supervision et du château d'eau de 500 mètres cubes et des réseaux de distribution de 2935 000 litres dans la ville d'Obok, dénommés respectivement Loti et Vinci Construction. Ainsi, l'Union européenne a investi 8 millions d'euros à Djibouti pour soutenir la sortie de la dernière sécheresse grâce à une coopération étroite entre l'aide humanitaire et le développement à long terme. Le programme intervient dans le milieu périurbain et à Djibouti, ainsi que dans les chefs-lieux des 3 régions, Arta, Dikil et Obok, ainsi que dans la zone de Bissiduro à Obok. Le délai de la mise en œuvre du programme est de 36 mois. En effet, dans la ville d'Obok, la construction d'un réservoir en acier galvanisé de 500 mètres cubes sur tour métallique de 20 mètres est réalisé. Le montage du château d'eau est actuellement en cours, tandis que la réception provisoire des réseaux de distribution de 2935 000 litres ont été faits. Tous ces travaux ont été conduits par Vinci Construction, grand projet sur la supervision de l'assistance technique Loti. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones périurbaines de Djibouti-Ville ainsi que dans les chefs-lieux des régions et préparer une intervention en milieu rural. Libérer la circulation au niveau du chenal du port de Djibouti, telle a été la mission des gardes-côtes djiboutiens dans la journée d'hier, suite à une découverte d'un câble de plus de 2000 mètres par l'équipe de surveillance permanente des complexes portuaires et des zones touristiques. En effet, c'est au cours de sa mission quotidienne de protection des alentours du port que l'unité de surveillance maritime des gardes-côtes a découvert ce câble long de 2000 mètres traîné par un paquebot grec, bien que ce câble soit accordé donc est accroché à l'hélice du navire sans que l'équipage ne s'en rende compte, mais cela ne l'a pas empêché de naviguer jusqu'à atteindre nos côtes, ce qui a entraîné la perturbation pendant un moment de l'entrée et de la sortie du port de Djibouti. Ainsi, le haut commandement des gardes-côtes a dépêché immédiatement une équipe d'intervention pour repêcher le câble sous la supervision du colonel Waïs Omar Bogoré. Cette intervention a dénoué la situation critique du chenal du port et a finalement permis de rétablir la circulation des navires. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Le Kenya, champion africain de la géothermie. À première vue, rien de très impressionnant. Des fumerolles blanches s'échappent ça et là du sol, tandis que des tuyaux de taille variable serpentent au milieu de vertes collines. À Olkaria, l'essentiel se passe en sous-sol et sous nos pieds, la très active faille de rift fait remonter près de la croûte terrestre une vapeur d'eau sous pression à 300 degrés environ. Captée par 120 puits envoyés vers 4 centrales électriques et liés, transformés en électricité. Ce site géothermique, situé à moins de 2 heures de route de la capitale Nairobi, a fourni la moitié de l'énergie consommée au Kenya en 2018. Pour le Kenya, un pays de 48 millions d'habitants qui affiche une croissance soutenue, cette énergie venue des entrailles de la Terre est une aubaine abondante et stable. Elle alimente en continu le réseau électrique. La première ministre britannique Theresa May a remporté le vote de défiance organisé par son parti mercredi. 200 députés conservateurs ont exprimé leur soutien et 117 députés ont voté contre. May avait besoin de 159 voix pour que la majorité simple l'emporte. Cette victoire signifie que son parti ne pourra plus chercher à la déloger pendant un an. La première ministre s'est exprimée quelques minutes après le vote depuis le 10 Downing Street. Elle a appelé l'ensemble des forces politiques à se rassembler face aux défi que représente le Brexit. Selon elle, sa mission qui lui a été confiée de réunifier le pays a été renouvelée. Néanmoins, la locataire du TEN a annoncé mercredi dans la journée son intention de quitter ses fonctions de première ministre avant les prochaines législatives de 2022. Et enfin, nous allons finir avec du sport. Très rajeuni, le Real Madrid a subi la pire défaite de son histoire à domicile en Ligue des Champions mercredi contre le CSKA Moscou sur un score de 3-0. Une gifle inédite mais indolore pour les triples tenants du titre, déjà assurés d'être qualifiés comme premier du groupe. C'est la première fois dans la longue histoire européenne du Real que le club s'incline au stade Santiago Bernabéu par 3 buts d'écart. C'est aussi le premier revers sur son terrain en phase de poule depuis 2009.
2-9. Et c'est la deuxième défaite du Real en 10 matchs depuis la prise de fonction de son entraîneur Santiago Solari fin octobre. Mais celle-ci n'aura aucun impact sur la trajectoire madrilène, si ce n'est en termes de confiance pour les habituels remplaçants titularisés mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.